Bonjour, aujourd'hui nous recevons José Luis Moragues. On peut dire comme ça. On peut dire comme ça? Sinon on dit comment? José Luis Moragues. Ah oui. D'accord. Soyez le bienvenu. Merci. Voilà, nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions tous les mardis depuis 7 ans. Voilà, donc vous avez 78 ans. Votre cause, c'est la Palestine. On peut dire ça comme ça? Oui. Vous y êtes allé 7 fois depuis le début des années 2000. Vous êtes retraité, maître de conférence, spécialisé en psychologie clinique. Vous êtes un des membres actifs du BDS, qui est une association, je suppose, qui boycotte. C'est une association, c'est bien ça? Oui, c'est une association, un mouvement. Un mouvement qui boycotte les produits en provenance d'Israël. Entre autres. Je développerai si vous voulez. Ouais, on y reviendra tout à l'heure. Oui. Et donc vous avez fait des campagnes de mission civile en Palestine. Et vous avez été directeur du centre de psychologie sportif de l'Office des sports de l'Hérault. Quelque temps, oui. Voilà. Une dizaine d'années. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non. Vous avez le droit. Oui, bien sûr. Donc bon, je vais passer vite sur la une du numéro 1061 de la Glorieuse. On parle à la une de Coralie Mention. Donc, sera-t-elle écartée pour 2026? La vice-présidente à l'urbanisme a-t-elle endossé un mandat à contre-emploi? C'est les écologistes. Vous suivez un peu la politique locale? Un petit peu. Voilà. On parle des écologistes et de leur rôle dans la majorité actuelle. Vous avez une vision là-dessus? Coralie, non. Pas d'ensemble, non. Coralie Mention, je crois que c'est distingué récemment pour avoir quand même soutenu, en tout cas dénoncé l'agression israélienne dans la bande de Gaza en particulier. Il me semble qu'elle exprime un désaccord par rapport à la position de Monsieur le maire. D'accord. On revient sur le MoCo, ce suicide qui dérange, sur la gratuité, le mur des maires récalcitrants. Et ensuite, un autre sujet sur les Républicains et où sont les derniers Mohicans du Parti des Républicains. On en a compté 43 dans l'Aveyron. On a fait un tour de région de gens encartés chez les Républicains. Ils sont 200 dans l'Hérault et 43 dans l'Aveyron. Voilà, José Luis Moragues. Vous êtes allé 7 fois en Palestine, vous avez dit... vous m'avez dit là, ces voyages ont été un traumatisme. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Donc, la première fois que je suis allé dans le cadre d'une mission civile, c'était en décembre 2001, janvier 2002, et il n'y avait pas les réseaux sociaux à cette époque-là. Il y avait très peu de films, très peu d'images, et finalement, on connaissait la question palestinienne uniquement à travers des déclarations, des prises de position. Bon, et on ne savait rien de la vie quotidienne que vivaient les Palestiniens. Et les missions civiles consistent, si vous voulez, alors, on rencontrait surtout des Palestiniens, évidemment, mais aussi les Israéliens qui étaient à ce moment-là, qui s'appelaient anticolonialistes, avec qui on avait des échanges, etc., à Jérusalem en particulier. Et on allait ensuite, on circulait en Cisjordanie. Voilà. Et le premier choc, si vous voulez, qu'on a quand on circule en Cisjordanie, c'est les checkpoints, les barrages, les blocages, les attentes des gens, les contrôles, etc. C'est quelque chose c'est un quadrillage qui est absolument incroyable. Et on a vu des gens attendre, des gens malades, voilà, et l'armée partout, l'armée d'occupation en permanence. Alors venant d'ici, si vous voulez, le choc, on a vu au cinéma des scènes d'occupation militaire, on a vu mais le voir en vrai, y être dedans, y être immergé et voir ce que subissaient les gens en permanence, c'était vraiment très très choquant. Puis toutes les explications qu'on a rencontrées, on est allé voir des familles dont les enfants avaient été tués, d'autres étaient emprisonnés, enfin on a des récits comme ça, on a accumulé en très peu de temps, le vol des terres, enfin bon, tout
Donc vraiment, c'était un choc. Voilà. Un Un choc. traumatisme. Ça a été, oui, je suis psychologue, je peux dire que c'était une forme de traumatisme. Euh, et donc, après, je suis retourné l'année suivante, etc. Donc, je suis retourné plusieurs fois et j'ai fait des documentaires pour essayer, des reportages, plus modestement, pour essayer Des reportages filmés? oui, des vidéos, oui, pour essayer de témoigner de ce que j'avais vu. Il me semble que je voulais absolument être utile. Et à partir de là, si vous voulez, mon activité militante, qui était un peu ralentie à ce moment-là, puisque j'étais à l'université, bien, c'est tourné. Ça s'est fait naturellement. Je me suis mis, si vous voulez, à consacrer mon temps libre pour essayer d'expliquer aux gens ce qu'on avait vu, organiser des missions civiles. C'est quoi une mission civile? C'est quoi une mission C'est un civile? groupe d'une douzaine ou quinzaine de personnes qui, en lien avec des Palestiniens sur place, si vous voulez, ils nous organisent un parcours et on va rencontrer des gens, on va dans des lieux, on participe parfois à des manifestations de Palestiniens à Jérusalem ou en Cisjordanie. Enfin bon. Donc, si vous voulez, on va voir les paysans, ils nous expliquent les difficultés qu'ils ont, les terres qu'on leur a volées. Enfin, on est allé devant le mur, bien sûr, le mur de l'apartheid, construit en 2000, j'ai oublié combien, mais qui a été construit sous le gouvernement travailliste, d'ailleurs, parce que ce sont eux qui ont, je crois que c'est 2005, après, non, c'était avant. Voilà, donc on se familiarise, si vous voulez, on découvre la réalité, les réalités concrètes d'une vie sous occupation, avec tous les emprisonnements, les arrestations, tout l'arbitraire et l'aléatoire. On nous explique comment, si vous voulez, il y a des checkpoints fixes, puis des checkpoints volants. Donc les Palestiniens, quand ils partent pour aller au travail ou à l'université, ils savent pas d'abord s'ils pourront traverser, et ensuite ils savent qu'il y a un checkpoint là, mais ils peuvent être contrôlés plus tard et être bloqués ailleurs. Enfin bon, c'est absolument incroyable pour nous, quoi. Ok. Vous m'avez parlé aussi quand vous étiez en Égypte, là, que on vous a proposé de rentrer à Gaza par un tunnel et que vous n'avez Oui, pas voulu. ça c'est un peu le côté anecdotique, mais on était à la fin de l'agression violente qui a été menée par Israël contre Gaza en 2008, l'hiver 2008-2009. À la fin de cette, quand il y a eu l'arrêt des bombardements et le cessez-le-feu, on a décidé de monter une mission civile ici de Montpellier et de Nîmes, avec des gens de Montpellier et de Nîmes, pour aller essayer de rentrer à Gaza pour essayer de témoigner. Alors on avait trouvé un semi-camouflage où on était plutôt des éducateurs, des psychologues, des médecins, etc. On se présentait comme une mission humanitaire pour essayer de ne pas dire qu'on était des militants qui voulions aussi témoigner, et principalement témoigner de ce qu'on allait voir. Et donc on a essayé de passer par Rafah, qui est le poste frontière d'Égypte pour l'accès au sud de la bande de Gaza, pour entrer dans la bande de Gaza, mais ça a été impossible. Tous les jours, vous veniez à la frontière? Alors, on était au village à côté, à La Riche, et avec nos bagages, tous les jours, dans l'espoir de rentrer, mais aussi, finalement, au bout d'un certain nombre de jours, pour quand même montrer au gouvernement égyptien qu'on tentait d'exercer une pression. Voilà, on se pointait avec nos bagages et on attendait à la frontière pour voir, avec nos passeports en règle, etc., pour essayer d'obtenir un droit de passage. On n'a pas pu passer. Les Égyptiens, ils sont pas très conciliants. Ben, les Égyptiens, ils sont aussi parfois complices aussi un petit peu de ce blocus que subit Gaza depuis maintenant 17 ans. Donc oui, c'est violent. Alors, vous êtes un peu à l'origine de la mobilisation pro-Palestine qu'il y a depuis que Gaza se fait bombarder. Qu'est-ce que ça donne en ce moment? Le samedi. Oui, on est né à la 6e manifestation, c'est le 6e samedi. En fait, nous, évidemment, on a été mobilisés d'emblée et on a appelé à la mobilisation. C'est quand même un collectif assez important d'organisations qui soutiennent, même si le nombre de signatures ne correspond pas au pourcentage de gens mobilisés, mais bon, il y a des gens qui mobilisent plus ou moins, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Et on est quand même très, très, très nombreux, et il y a énormément de gens des quartiers populaires, c'est eux qui constituent quand même le fort, la troupe des mobilisations, au 70% au moins,
de ces personnes-là constituent les manifestations. Il y a eu trois premières, je crois, ont été interdites par la préfecture. Et on a eu recours au tribunal administratif qui a cassé les décisions de la préfecture, ce qui était une bonne chose. Et le préfet, au vu visiblement du résultat, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aucun incident dans toutes ces manifestations. Nous avons un service d'ordre relativement restreint et les gens se comportent parfaitement en toute dignité, en toute conscience et vraiment avec le souci de manifester et d'exprimer ce qu'ils ont à dire et jamais de dérapage, jamais d'agression, d'altercation, etc. Donc ça c'est quand même à pointer parce que on a quand même eu dans les arrêtés d'interdiction, on a eu de ces descriptions préfectorales qui étaient vraiment complètement semi-délirantes, quoi. Est-ce que c'est bien efficace de manifester sur la Comédie comme ça régulièrement? Les manifestations qu'on fait actuellement, oui. Ces manifestations, elles sont nécessaires, bien sûr. C'est-à-dire qu'il est important Expliquez-moi pourquoi. De montrer au gouvernement, M. Macron et son gouvernement, que les gens demandent de le cessez-le-feu, parce que ça fait quand même... Non, tout le monde demande de le cessez-le-feu. Non, non, la France n'a pas demandé le cessez-le-feu. Les gens, la France a demandé qu'on appelle ça une trêve humanitaire, ce qui n'est pas du tout la même chose dans un premier temps. Se refuser à cesser le feu. Non, mais non, attendez. Les gens, les gouvernements, les États, l'Allemagne et la France en tête, la Belgique moins, l'Espagne moins, l'Irlande pas du tout, mais sinon les autres États, on n'arrête pas de déclarer Israël a le droit de se défendre. Voilà, donc c'est un encouragement au crime. Voilà, donc c'est un encouragement à ce qui s'est passé. Donc ces manifestations, elles ont pour but de montrer que la population montpelliéraine demande le cessez-le-feu, soutient les Palestiniens et demande l'arrêt du génocide, puisque nous considérons qu'il s'agit d'un génocide. Voilà. Il y a d'ailleurs une plainte qui a été déposée le 9 novembre à la CPI, à l'initiative de Gilles Devers, qui est un avocat du barreau de Lyon, qui a été d'ailleurs notre avocat ici pour BDS à Montpellier. Et c'est une plainte qui a été déposée par 180 ONG, dont notre association CCIPP, Campagne civile internationale pour la protection des peuples palestiniens, qui organise une mission civile et partie prenante de cette initiative, et 680 avocats qui ont accompagné cette plainte en demandant au procureur de la CPI d'engager une réelle enquête sur la question du génocide, puisque d'après les éléments rassemblés par Gilles Devers, l'intention génocidaire est absolument flagrante et tout à fait explicite. Et est-ce qu'Israël a le droit de se défendre? Alors, c'est ce que tout le monde dit. Il y a quand même des otages qui ont été pris, il y a eu beaucoup de morts. On joue sur les mots, le droit. Alors, moi je ne suis pas compétent pour répondre à ça. Mais par contre, Francesca Albanese, qui est une rapporteuse de l'ONU sur la question des droits humains, a mené une enquête, a fait son travail, et elle a fait plusieurs déclarations qui sont tout à fait accessibles sur Internet, que vous pouvez vérifier, dans lesquelles elle dit non, Israël n'a pas le droit de se défendre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas invoquer le droit pour se défendre. Parce que le droit, se défendre, dans le langage courant, ça signifie la légitime défense. Voilà. Or, Israël n'est pas en situation de légitime défense. C'est pas moi qui parle, hein. C'est elle qui le dit. Elle dit Israël n'est pas attaqué par un autre État. Israël est attaqué par des... Alors, elle utilise le mot de combattants, par des combattants. Elle dit, vous pourrez les qualifier de ce que vous voudrez, mais presque je la cite là. Ce sont des combattants. C'est des combattants ou c'est des terroristes? Attendez, moi je vous cite ce que dit Albanese. Albanese, elle dit, la déléguée de l'ONU, elle dit, ce sont des combattants, et elle précise, vous les qualifierez du terme que vous souhaiterez, ça c'est pas la question, mais ce sont des combattants qui attaquent Israël. Mais Israël occupe. Donc en fait, ce n'est pas un État qui attaque Israël, c'est Israël qui est attaqué par des combattants d'un territoire qu'elle occupe. Donc il ne peut pas se revendiquer de la loi 51 de la Charte des Nations Unies pour dire qu'elle est en état de légitime défense. Que la légitime défense, si vous voulez, permet
de faire la guerre. Mais le fait pour se défendre. d'avoir tué tant de monde et pris des otages, c'est se défendre aussi, ça allait les chercher, ces otages. Et donc le Hamas qui se cache, voilà. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse alors Israël? Qu'il laisse faire? Attendez, moi, vous me posez une question. Je vous réponds du point de vue du droit. Du point de vue du droit, c'est Francesca Albanese, la représentante de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, là, qui parle et qui dit, du point de vue du droit, il ne peut pas se réclamer du droit pour se défendre. Il occupe ce territoire et ce sont des gens, elle ne dit pas des résistants, elle dit ce sont des combattants, qualifiés comme vous voudrez. Vous les qualifiez comme combattants ou de moi, terroristes? Moi, je n'ai pas les qualifiés. Vous les qualifiez pas? Je n'ai pas les qualifiés. D'accord. Bon, le BDS, c'est quoi? Ses enjeux, ses moyens d'action, pourquoi le BDS s'est bien développé à Montpellier? Le BDS a été lancé en juillet 2005 par les Palestiniens. Donc c'est un mouvement de solidarité internationale lancé à l'initiative des Palestiniens et dirigé par les Palestiniens. En 2005, il y a un appel qui a été lancé qui avait compté 135 ou 136 signatures d'organisations. Il en a compté par la suite 270 et qui est un appel lancé aux citoyens du monde entier. Voilà. L'idée, c'est que 2005, c'est un an après 2004, et donc après la décision de la Cour de justice internationale qui demandait qu'on abatte les parties du mur qui ne sont pas dans le territoire palestinien, ce qui n'a jamais été fait. Donc ça vient, si vous voulez, après un jugement qui était tout à fait pertinent du point de vue du droit, la condamnation de ce mur en tant qu'illégal dans certaines parties du territoire, mais par contre l'inefficacité et l'inefficience absolue, c'est-à-dire que personne n'a engagé, c'était aux États à engager des procédures, des actions, etc., pour faire abattre une personne de la fait. Voilà. Dans cette situation, les Palestiniens ont dit, puisque les États, les institutions internationales n'appliquent pas le droit et ne font pas respecter le droit, nous nous adressons directement aux citoyens du monde entier et on leur demande d'appliquer de vastes boycotts, de les encourager à désinvestir d'Israël et aux États de prendre des sanctions. Donc c'est un appel, si vous voulez, un appel citoyen. Est-ce que ça a marché, cet appel? Oui, alors attends, je vais vous préciser un peu parce qu'on a tendance à prendre le raccourci et penser que le BDS c'est uniquement la question du boycott. Donc ça, c'est les moyens. D'accord. C'est un appel qui a une portée stratégique, puisque cet appel est destiné, toutes ces actions qu'on nous demande de faire, elles sont destinées à répondre à 3 revendications fondamentales, qui sont les conditions d'une possible autodétermination dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, fin de la colonisation, démolition du mur, fin du blocus de Gaza, etc. Ça concerne la Cisjordanie et Gaza, les Palestiniens de Cisjordanie et Gaza. Retour des réfugiés dans leurs maisons et dans leurs terres. Ça, c'est la résolution 194 de l'ONU, qui n'est pas appliquée, Israël refuse absolument de l'appliquer depuis le début. Et ensuite, c'est l'égalité absolue pour les Palestiniens de 48. Ce qu'on appelle les Palestiniens de 48, ce sont les Palestiniens qui vivent en Israël. Israël appelle ça les Arabes israéliens. Donc, eux, ils s'appellent les Palestiniens de 48. Donc, une fois que ces 3 conditions sont réunies, effectivement, il pourrait y avoir une réelle autodétermination du peuple palestinien. Et cet appel est très important parce que d'un point de vue stratégique, si vous voulez, ces 3 revendications, d'abord, il est tout à fait représentatif en nombre d'associations et de partis et d'organisations qui ont signé, dans la qualité de celles qui ont signé, c'est-à-dire que ça regroupe toutes les composantes du peuple palestinien, c'est-à-dire ceux qui sont en Israël, ceux qui sont en Cisjordanie, ceux de Jérusalem, ceux de Gaza, les réfugiés, etc. Ça regroupe tout ce monde-là, et donc, si vous voulez, c'est très très important de ce point de vue-là. Voilà. D'accord. Alors, pendant des années, le BDS était sur la place de la Comédie tous les samedis. Il y a eu une interdiction se promulguée là, par le maire Philippe Sorel à l'époque. Donc, vous avez arrêté? Oui. Avec le Covid, on a arrêté aussi. Ça vous avez arrêté avec le Covid? Oui. Pourquoi vous ne respectiez pas la loi? Alors, depuis Fraîche jusque vers la fin du mandat de Sorel, nous avons installé notre chapiteau, notre stand, nos tables, etc., de solidarité avec la Palestine. Chaque fois qu'on l'a souhaité, on n'a eu aucun problème. C'était toléré.
Ce n'était pas autorisé, mais c'était toléré. Et compte tenu qu'il n'y a jamais eu aucun incident, donc nous avons pu faire toute cette activité militante d'information. On a même fait des jeûnes de solidarité avec les prisonniers palestiniens qui eux-mêmes jeûnaient en Palestine, etc. Voilà, et donc des journées entières d'un chapiteau. Voilà. À partir du mois de mai de 2015, fin 2015, M. Sorel a décidé qu'il fallait demander une autorisation 2 mois à l'avance, ce qui est déjà très compliqué. Nous, on n'est pas une association déclarée en préfecture. BDS n'est pas une association déclarée en préfecture. C'est un mouvement. On est un mouvement autonome. On appelle ça une association de fait. D'accord. Du point de vue statutaire ou juridique, voilà. On n'est pas déclaré et on fonctionne de façon horizontale. Bon, on pourra parler de notre mode de fonctionnement. Et donc, on n'a pas, si vous voulez, de possibilité d'avoir une assurance de responsabilité civile. Or, pour faire une déclaration de demander une autorisation de stand sur la place de la Comédie, il faut une assurance. Donc d'autres associations ont demandé. 3 associations ont fait 6 demandes à chaque fois 2 mois d'intervalle. Toutes ont été refusées. De solidarité pour la Palestine, pas pour BDS. Dans ces conditions, quand ont démarré les grandes marches du retour à Gaza, c'est-à-dire des marches non violentes, c'est-à-dire qui ont été organisées par les Gazaouis en direction du mur qui les enferme pour demander le droit au retour, on a dit, bon, mais nous, on va les soutenir. Et ils font ça tous les vendredis. Nous, on fera tous les samedis, on fera un stand pour informer des résultats et des morts et des blessés, parce qu'ils se faisaient tirer comme des lapins. Donc, on a décidé cette pratique, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais le BDS est un mouvement antiraciste et non violent et populaire. Donc, non violent, donc on a la désobéissance civile fait partie des armes, entre guillemets, de la non-violence, et donc on a décidé de désobéir, et ce qui nous a valu une myriade de PV, un harcèlement judiciaire, etc., et policier. Et là, vous avez arrêté. On nous a cassé 2 stands. Vous comptez reprendre? Ah oui, on reprendra, bien sûr qu'on va reprendre. D'accord, mais ça, c'est la bonne période pour reprendre. Là, tous les samedis, on est occupé avec les manifestations. Après la manifestation. Oui, la communauté est un peu encombrée, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais oui, bien sûr qu'on a l'intention de reprendre. Alors, si vous voulez, la question de l'expression publique, c'est quand même très important, la liberté d'expression. C'est le droit de pouvoir s'exprimer publiquement. Oui. Voilà, donc c'est quand même fondamental. Donc ça, quand nous on fait ça, on le fait pour nous évidemment, mais pas seulement pour nous, on le fait pour toutes les associations qui ont le droit de pouvoir s'exprimer. Alors, je suis allé sur votre mur Facebook, là, vous parlez de terrorisme d'État à propos d'Israël. Est-ce que vous êtes pour un État palestinien? Vous êtes pour un État palestinien sur quelle partie d'Israël? Alors, c'était M. Yankou qui vous avait demandé de me poser cette question. Alors, c'est M. Yankou qui posait cette question. Qui vous a demandé de mais je me la pas. poser. Vous ne vous souvenez pas? Non. Si. Il m'a dit, vous lui avez dit, vous avez une question à lui poser, et il vous a répondu oui. Mais demande-lui s'il est pour 2 États ou s'il est pour un État sur toute la Palestine. Voilà. Alors, BDS, notre position est claire. Nous, BDS, quand je dis nous, là, c'est les Palestiniens qui parlent, parce que nous, on est, si vous voulez, sur les positions des Palestiniens. On adhère à ces positions. À partir du moment où on adhère, c'est parce qu'elles nous conviennent, on les trouve correctes, etc. Voilà. Donc, la position des Palestiniens sur cette question, c'est de dire la solution politique. On n'est pas prêt pour une solution politique. C'est pas la solution politique. Maintenant, nous, on n'a pas de position par rapport à ça. La solution politique, c'est effectivement un État, 2 États ou autre chose. Voilà. Donc, ils disent si. Et Omar Barghouti le dit de cette façon-là, qui est un peu, des fois, rigolote. Il dit, si un État nous donne les 3 revendications, c'est-à-dire la possibilité d'une réelle autodétermination, on prend un État. Si 2 États nous donnent les 3 revendications, c'est-à-dire fin de la colonisation, retour des réfugiés et égalité pour les Palestiniens de 1948, on prend 2 États. Et si 3 États nous donnent les revendications, on prend 3 États. Pour dire que c'est pas ça le problème de la question des États aujourd'hui. Aujourd'hui, la question c'est, est-ce qu'on réunit les conditions pour que les Palestiniens, le peuple palestinien, pas simplement une partie du peuple palestinien, mais tout le peuple palestinien puisse donner son avis et décider de son autodétermination. Parce que 2 États, ça veut dire aujourd'hui un État juif. Aujourd'hui, l'État juif, c'est l'État-nation du peuple juif. C'est un État raciste. C'est un État qui a été condamné et c'est un État d'apartheid.
Raciste, peut-être pas quand même. Ben oui, l'État juif, l'État-nation du peuple juif, c'est exclusivement pour les juifs. Donc c'est un État qui exclut les autres ethnies ou les autres religions ou les autres ce que vous voulez. Voilà. Non, mais devant cette impasse qui existe depuis Attendez, 70 ans. non, je termine sur l'histoire des États parce que sinon on ne va pas comprendre ce que je veux dire. Donc, et un État palestinien aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu les cartes de la Cisjordanie, c'est un gruyère, c'est-à-dire qu'il y a des colonies partout, etc. Bon, voilà. Oui. Donc, alors, un État en Cisjordanie, bon, il y aurait, mettons, Gaza, mais qu'est-ce qu'on fait des réfugiés? Les réfugiés constituent 70% du peuple palestinien. S'il y a, je ne sais plus, 14 millions en tout, dont il y a 7 millions, sur les chiffres, je risque de me tromper, je ne voudrais pas dire trop de bêtises, je ne sais pas si je l'avais ici. Non, je vais pas. Non, mais c'est pas Non, grave. mais c'est pas grave. Oui, non, mais si vous voulez, c'est 70% du peuple palestinien, les réfugiés. Donc, autrement dit, les réfugiés ne font pas partie de cet État. Parce que les réfugiés, il y en a plein de la diaspora à l'extérieur, si vous voulez. Il y en a quelques-uns qui sont dans des camps encore en Cisjordanie et à Gaza. Gaza, c'est 80% de réfugiés. Les gens de Gaza, ce sont des gens qui ont été chassés de Cisjordanie en 1948 et qui sont là. Voilà. Donc, un État aujourd'hui, palestinien, ça signifie un État uniquement pour les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Mais non, mais ils n'arrivent et pas à tous les s'entendre. autres. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Comment ils n'arrivent pas à s'entendre? Ils n'arrivent pas à s'entendre. Qui n'arrive pas à s'entendre? Tous là-bas. Les Palestiniens? Là, les Palestiniens entre eux et puis avec les Juifs. Non, mais, Donc il faudrait les mettre d'un côté et les uns d'un côté et les autres de l'autre. Vous êtes pour la séparation. Alors, c'est ça le fondement du sionisme, c'est la séparation. Le sionisme, c'est de dire les Juifs ne seront jamais acceptés nulle part. Et donc, parce que l'antisionisme est une maladie, alors les sionistes les plus durs disent que c'est une maladie incurable, donc autrement dit, on n'arrivera jamais à le régler. Et il faut séparer les Juifs ça, vous vous rendez compte? Nous, on pense que les Juifs, il faut qu'ils puissent vivre partout, n'importe où, avec les mêmes droits que n'importe qui. Ça, alors là, il n'y a aucune raison. Pourquoi on renoncerait à ça? Enfin, je veux dire, c'est pas... Voilà, ça n'a pas de sens. Donc votre vision, c'est quoi? notre vision, pour l'instant, de BDN, c'est pas un parti politique. Non, mais votre vision Non. à titre personnel. Non, mais c'est pas à titre personnel. Moi, je suis pas à titre personnel, c'est pas intéressant. En tant que BDS, si vous voulez, notre vision, elle est de dire qu'aujourd'hui, il faut réunir les conditions pour une réelle autodétermination. Ça, la question de l'autodétermination, c'est une question de droit. Hein. C'est le droit international. C'est vraiment... Chaque peuple a droit à l'autodétermination. Ça, c'est vraiment fondamental. L'autodétermination Ils décideront. ensemble. Ils décident ensemble. Vous pensez qu'ils peuvent décider entre ensemble? Palestiniens. D'abord, ils décideront en tant que Palestiniens ce qu'ils veulent. Et tant qu'ils ne sont pas réunis les conditions de la fin de la colonisation, etc., si vous voulez, ils peuvent pas... Vous voulez pas quand même qu'ils décident. L'autre point, c'est que c'est l'apartheid. On a oublié ça, que c'était l'apartheid, parce qu'avec le 7 octobre, on ne parle plus que du 7 octobre. Toute l'histoire de la Palestine, toute l'histoire des Israéliens, etc., commence le 7 octobre. Avant, il n'y avait rien. Non, il y avait... Non, mais avant, il y avait si, on fait comme s'il n'y avait rien. C'est l'apartheid. Il y a l'apartheid sur tout le territoire. Depuis de 20 à 22, pendant 2 ans, là, on a eu 7-8 rapports, et les plus importants, par des ONG internationales, Human Rights Right, B'Tselem, qui est une ONG israélienne, Alak, qui est une ONG palestinienne, et l'ONU qui en a publié 2, et l'Amnesty International qui a publié un rapport tout à fait remarquable, parce qu'au fond, il fait une sorte de synthèse de l'ensemble des autres, et Amnesty International, dans son rapport, si je vous le résume en quelques mots, il dit que depuis 1948, sur l'ensemble du territoire de la Palestine historique, c'est-à-dire du Jourdain jusqu'à la mer, toutes les composantes du peuple palestinien, c'est-à-dire Cisjordanie, Gaza, ceux qui sont en Israël, les réfugiés, et y compris les réfugiés de l'extérieur, sont soumis à un système de domination cruelle qui est l'apartheid. Qui disent c'est un crime contre l'humanité. Donc, comment voulez-vous que des gens qui sont sous l'apartheid puissent décider
en toute tranquillité de quel État ils veulent et avec qui ils veulent être ou pas être. Enfin, c'est impossible. On ne peut pas imaginer la France sous occupation allemande. Est-ce que vous pensez qu'on on pourrait voter, décider de qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est l'apartheid. Ouais, je comprends. Voilà. Alors, c'est pour ça que la première étape, c'est satisfaire ces 3 revendications. D'accord, j'ai compris. Donc, revenons au local. Donc, pourquoi Luc Alberne, votre ami, dit que vous êtes antisémite sur les réseaux sociaux? Parce que c'est le slogan qu'on emploie systématiquement pour essayer de discréditer les gens. Bon, pourquoi il vous disqualifie comme ça? Parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'on dit, et comme il n'a pas d'autres arguments, il emploie cette espèce de mots-clés, comme ça, d'éléments de langage qui tout de suite jettent l'anathème. Enfin, je veux dire, depuis... moi, je fais des actions sur la Palestine depuis 2001. Donc, le BDS, ici, on s'est constitué, nous, en 2009. Et depuis, mais jamais personne n'a trouvé aucun document, aucune vidéo, aucun tract, rien. L'antisémitisme, c'est un délit, c'est pas une opinion. C'est un délit, hein, c'est grave. C'est-à-dire qu'il y a des faits, enfin, on peut le caractériser. Il y a des éléments pour le caractériser de façon précise. Voilà. Nous, on fait un stand sur la place de la Comédie. Monsieur Alberne, il dit, regardez les antisémites. Alors, si on avait de l'argent à perdre, on ferait des procès pour diffamation, mais on n'a pas... Est-ce que vous voyez une évolution entre Frêche, là, qui disait que Montpellier était le poste avancé de Salle, voilà. Et aussi la zone libérée du grand Eretz Israël. Voilà. Mandrou, Sorel, donc qui vous a viré de la Comédie, et de la Fosse, qui est un soutien inconditionnel à Israël. Est-ce que vous voyez une évolution parmi les 4 maires là, que je viens de citer à Montpellier? Il y a une constante, c'est la solidarité avec Israël. Ils sont tous membres du Parti socialiste. Et il n'y a pas que ces 4 maires-là, puisque en fait la région d'Elga, Madame Delga, elle soutient. Le département 34 soutient. Et ça, on le retrouve, si vous voulez, à ce qu'on appelle ce qu'ils appellent, eux, la journée de Jérusalem, qui est organisée par le Centre culturel communautaire juif, qui s'appelle maintenant Simone Veil. C'est beaucoup plus soft, Simone Veil, ça passe mieux. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle serait complètement d'accord avec tout ce qu'ils disent, d'ailleurs. Voilà. Et la journée de Jérusalem, ils commémorent ce qu'ils appellent la réunification de Jérusalem. C'est-à-dire qu'en 1967, Moshe Dayan, il a envahi Jérusalem et il a occupé, et ils occupent depuis, et ils ont annexé Jérusalem. Ça a été annexé quelques mois après. Attendez. Donc, et là, chaque année, cette association qui se prétend une association culturelle, etc., qui a fait un projet sioniste, commémore ça. Et il y a des représentants de la région, du département et de la ville tout le temps. Voilà. Et pourquoi vous n'avez pas créé les Journées de la Palestine alors? Ça aurait eu un succès aussi. Pourquoi pas? Mais on ne va pas créer les Journées de la Palestine pour lutter contre la journée de Jérusalem. Ah non, je vous demande pas de lutter. Non, mais c'est illégal. C'est-à-dire que le maire, les élus, etc., commémorent quelque chose qui est illégal, puisque l'annexion de Jérusalem a été condamnée au niveau de l'ONU. Il y a 5 résolutions de l'ONU qui condamnent l'annexion de Jérusalem. Donc, ils participent à quelque chose qui est illégal. Donc, c'est grave quand même, voilà. Si vous voulez. Donc, ça, c'est la constante. C'est illégal, Ah ben si, c'est une violation du droit international. Le consul d'Israël, il vient, on écoute l'hymne israélien, on écoute l'hymne français, les gens se lèvent, etc. Attendez, c'est énorme quand même. Hein. C'est la seule ville en France. Ça a été dit, on a les enregistrements, si ça vous intéresse, je vous les montrerai, sur notre site d'ailleurs, de la consul d'Israël à Montpellier, quand elle est venue, elle a dit, vous êtes la seule ville en France et je vous félicite et vous remercie pour ça, etc. Tout ça. Voilà, c'est quand même hallucinant. Vous allez dans un pays et vous commémorez une occupation illégale, une annexion illégale d'un autre pays. Enfin bon, voilà. Alors, pour revenir sur la position du maire, sur la position du maire actuel. Je termine avec ça, effectivement. Ça, c'est une constante. Le soutien à Israël, c'est une constante. Voilà. Et d'ailleurs, le maire est allé, en plus de la Fosse, il a été invité à un séminaire du consistoire central, et ensuite invité à un voyage en Israël. Oui, voilà. Et la thématique de ce séminaire, c'était pour lutter contre les islamo-gauchistes qui attaquent Israël, etc. Bon, vous voyez, ce qui a évolué, mais c'est pas simplement du fait du maire,
ou des personnalités politiques, c'est une évolution générale de la société, c'est-à-dire c'est la répression. C'est-à-dire qu'avant, sous Fresh, on a pu faire ce qu'on voulait. Il développait toute sa propagande, et il a même tenté d'installer à 7, je ne sais pas si vous avez entendu parler, à Grexco, 2 bateaux par semaine qui devaient venir, etc. Ça, c'est une bataille qu'on a menée, nous, BDS, avec des tas d'autres gens ici. Ça a duré 2 ans et demi. Et au bout de 2 ans et demi, Agrexco a eu des problèmes de trésorerie. Netanyahou, qui est ultra-libéral, a refusé de les aider, et ils ont coulé. Et on a commémoré la fin d'Agrexco en novembre 2011. Voilà. Ok, on va terminer. Donc, je vous ai invité à un débat. Je vous ai invité ça fait déjà 34 minutes. Ah bon, d'accord. Normalement, c'est 20 minutes. Bon, d'accord. C'est vous qui êtes bavard. Ah, excuse-moi. Donc, je vous avais proposé de venir avec M. Yankou, que vous avez reçu il y a quelques semaines. Je réitère mon invitation. Est-ce que vous accepteriez un débat? Non. Monsieur Yankou, vous avez vu, quand vous lui avez dit oui, les colonies, vous ne trouvez pas... Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il vous a répondu l'emploi du terme de colon. Il a dit, vous savez, on était là il y a 2000 ans, donc on n'est pas des colons en Cisjordanie. Autrement dit, il a employé un exemple où il a développé une idée qui est développée par l'extrême droite des colons qui sont actuellement au gouvernement. C'est-à-dire que il n'y a pas de colonisation il appelait ça Judée-Samarie, c'est le nom des Juifs pour appeler la Cisjordanie. Bon. Donc, Monsieur Yankou, bon, non, on peut discuter quand même. On peut discuter, mais aujourd'hui, attendez. Le premier peuple d'Israël, c'est les Cananéens. Donc, c'est ni les Hébreux, ni les ancêtres des Palestiniens. Écoutez, Monsieur Yankou, son livre de référence, c'est la Bible. Moi, c'est le droit international et les droits humains. Voilà. Donc on peut pas s'entendre. On peut discuter quand même. On peut discuter, mais moi je ne discute pas. Je ne pense pas que vous entendiez. Attendez. Non, on va pas. Attendez, le BDS n'a pas vocation pour créer une illusion de dialogue avec les Juifs. On a l'Union juive française pour la paix qui est membre de BDS. Les Juifs, on travaille avec eux, les Juifs. Ceux qui sont contre la politique israélienne, ceux qui sont anti-sionistes, ils sont avec nous. On n'a aucun problème avec les Juifs. C'est pas un problème de Juifs ou de pas Juifs. Voilà, donc c'est un problème politique. Et j'ai oublié, je voulais dire quelque chose. Ça m'échappe là. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je sais plus. Oui, non. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, Fiankou, on n'a pas lu de déclaration de lui pour condamner. Il y a 7000 enfants qui sont morts là, de Gaza. Ni d'ailleurs Madame la présidente du CRIF, etc. Tous ces gens-là, ni même le maire de Montpellier. Personne, on n'a entendu personne condamner les massacres. Il y a 20 000 morts et 70% d'enfants et de femmes. Personne n'a condamné. Bon, moi, on n'a pas entendu non plus vos comment ça s'appelle suite au massacre qui a eu lieu. Oui. Vous avez fait un communiqué de presse ou... Non, sauf que le massacre qu'on a eu lieu, il ne faut pas le décontextualiser. Ah. Donc il vient après, et oui, c'est réactionnel. Le massacre qui a eu lieu, il est réactionnel depuis 70 ans. 75 ans. Ce que vous 75 ans d'oppression, de violation de droits, d'humiliation, de massacre, d'emprisonnement, etc. Il est réactionnel. Voilà. Donc nous, on est non-violents, donc la violence, on la condamne. Et par contre, le droit international permet la résistance armée. Tout peuple sous oppression, mais ne pas toucher aux civils. Donc on condamne Monsieur Moragues, comment on peut être non violent et pas accepter la discussion? Mais c'est pas une discussion. Moi je ne discute pas avec quelqu'un du Front National, mais au sens de ce genre de discussion. Je peux discuter avec des gens du Front National, de mon quartier, s'il y en a, etc. Tout ça, c'est pas la question. Mais ce que vous organisez là, vous, comme pseudo-dialogue entre des gens qui sont opposés politiquement, qui seraient censés représenter des États, ça vous intéresse pas. C'est pas un cadre qui tient, quoi. Ça n'a pas de sens. Très bien. Donc je ne discute pas aujourd'hui avec des gens qui refusent de condamner l'apartheid israélien, qui refusent de condamner. Donc le préalable, eux, ils peuvent me poser comme préalable la question du terrorisme, du Hamas, de la qualification, etc. Mais moi, je renverrai en disant, mais attendez, c'est réactionnel. Donc acceptez. Est-ce que vous condamnez la Nakba de 48, 750 000 Palestiniens expulsés?
Est-ce que, 35 villages anéantis, 5000 morts, etc. Est-ce On va pas en condamne- faire l'histoire. Voilà, Je vous remercie. moi aussi.